Europe 1. Le journal de 6h, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Le Conseil constitutionnel se comporte comme un législateur, déplore Marine Le Pen. Le niveau d'ingérence des juges constitutionnels devient un vrai problème pour notre démocratie, indique le patron des députés LR, Laurent Wauquiez. Tollé à droite depuis hier soir et la série de décisions rendues par les sages sur plusieurs dossiers sensibles comme la loi Duplon. On y revient dans un instant. Mais Sébastien Le Belzic, un arbitrage est particulièrement contesté. C'est la censure de l'allongement de la durée de séjour en centre de rétention administrative. Oui, le Conseil constitutionnel a jugé que cet allongement de la durée de rétention n'est pas proportionné à l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière. La loi prévoyait d'allonger de 3 à 7 mois la durée de maintien en CRA d'étrangers en instance d'expulsion, ceux condamnés pour des faits graves. On parle de personnes accusées ou déjà condamnées pour meurtre, viol ou trafic de stupéfiants. Une décision critiquée par une grande partie de la classe politique qui avait soutenu la loi portée par Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Une décision irresponsable violant la souveraineté du Parlement et en dehors des européen, a écrit sur le réseau social X le député RN de la Somme, Mathias Renaud. Il faut dire qu'une douzaine de pays membres de l'UE ont déjà allongé jusqu'à 18 mois cette durée de rétention, comme l'autorise la directive européenne. Cette nouvelle loi avait été prise après le meurtre à Paris en septembre de l'année dernière de la jeune Philippine. Son meurtrier présumé est un Marocain faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Il venait de sortir d'un centre de rétention. Sébastien Le Belzic. L'autre décision du Conseil constitutionnel très contesté, c'est la censure d'un article clé de la loi Duplon censé faciliter le quotidien des agriculteurs. On parle de la réintroduction à titre dérogatoire de l'acétamipride, un pesticide de la famille des néonicotinoïdes autorisé partout en Europe sauf en France. Mesure jugée contraire à la charte de l'environnement par les sages. Et ça fait très mal aux producteurs de betteraves et de noisettes, notamment pour qui l'utilisation de ce produit semble nécessaire afin de résister à la concurrence étrangère, comme l'explique très alarmiste Maxime Buizard-Blondeau, membre du bureau des jeunes agriculteurs. On est assez incrédule face à cette situation, assez désabusée, parce que l'ensemble de nos concurrents européens, des 26 autres pays de l'Union européenne, ont le droit d'utiliser cette molécule. En France, elle est interdite depuis 2020. Ça engendre la disparition de la filière noisette, la disparition de la filière betterave. On avait un espoir que les politiques, les juges reviennent sur cette interdiction franco-française et nous laissent les moyens de produire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous, ça nous interroge. On est prêt à produire, on est prêt à respecter l'environnement. On demande simplement à ce que les règles soient communes au sein de l'Union européenne. Maxime Buizard-Blondeau, membre du bureau des jeunes agriculteurs. Propos recueillis pour Europe 1 par Charles Bouchin. Emmanuel Macron prend bonne note de la décision des sages et promet de promulguer cette loi Duplon révisée dans les meilleurs délais. Et notez que le Conseil constitutionnel donne son feu vert à la réforme du scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille. Lors des prochaines élections en mars 2026, les habitants des 3 plus grandes villes de France glisseront ainsi 2 bulletins. L'un pour choisir les conseillers de la mairie centrale et l'autre pour choisir les conseillers de la mairie d'arrondissement. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 6h05. L'incendie dans le massif des Corbières dans l'Aude ne sera pas déclaré éteint avant plusieurs jours. C'est ce qu'indique la préfecture alors que le feu est enfin fixé après 48 heures de combats acharnés contre les flammes. Le bilan du pire incendie de forêt en France depuis au moins 50 ans est terrible. 17 000 hectares de végétation parcourus, 1 mort, 18 blessés dont 16 pompiers. Et dans un département très touristique, surtout l'été, des centaines de vacanciers ont vu leur séjour totalement bouleversé par ce feu. Le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Stéphane Burgat. Des vacances qui tournent au cauchemar pour Dimitri et sa famille, tout juste arrivés de Lens pour 1 mois de camping. Sauf qu'aujourd'hui, la moitié de leurs affaires est partie en fumée. Tout informé quoi. J'ai laissé un camping-car en camping, plus sa moto et la remorque, tout informé. Plus les trottinettes aux enfants, PC portable, ainsi de suite. On a perdu beaucoup. Hein. Bon, à peu près 15 000 à peu près, ouais, un peu plus même. Sans compter les vêtements qu'on avait dedans de marque et ainsi de suite. Quoi. C'est le plus dur, c'est pour les enfants. Quoi. Ouais. Bah ouais, ça a gâché les vacances quand même. Quoi. Et la suite de leurs vacances reste incertaine. Bah, non, on peut pas y aller. Si bien c'est fermé, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Alors. Ouais. Puis même en cas où on peut plus y aller, c'est tellement pour l'odeur. Quoi. Pour les enfants, c'est pas bon. Hein. Bah là pour l'instant j'ai payé les vacances pour rien. Quoi. Plus de 200 personnes sont hébergées ici dans ce village en hauteur préservé de l'incendie, accueillis dans un gymnase où habitants et touristes comme Fabien se remettent doucement de leurs émotions.
Ça va marquer un petit peu, ouais. Et un joli paysage et voilà, en l'espace de quelques heures, on passe à un paysage de désolation et où on n'a plus que les yeux pour pleurer et attendre que ça passe, quoi. Ça fout les boules, c'est sûr. Certains vacanciers ont préféré rentrer chez eux, nous indique la mairie. Ceux qui sont encore présents resteront jusqu'au bout, même si ces vacances garderont pour eux un goût amer. Tuchan, Stéphane Burgat, Europe 1. Et cet incendie dans l'Aude a détruit au total 36 habitations, brûlé 54 véhicules. Hier soir, 1500 foyers étaient toujours privés d'électricité. L'agresseur du maire de Villeneuve-de-Marne en Isère reste introuvable. Le parquet de Vienne a lancé hier un mandat de recherche pour remonter la trace du suspect, un habitant du village qui a donc agressé le maire Gilles Dussault à l'arme blanche avant de tenter de le renverser avec son véhicule. L'élu est toujours hospitalisé, ses jours ne sont plus en danger. Un déchaînement de violence invraisemblable pour un simple litige lié à des travaux effectués sans autorisation. Un choc immense pour le voisinage, comme l'a constaté la correspondante d'Europe 1 en Auvergne-Rhône-Alpes, Noémie Loisel. Dans ce village habituellement paisible, l'agression du maire et de son fils a bouleversé les habitants, confie Nathalie qui tient le salon de coiffure dans la rue principale. Je suis passée dans la rue juste après que les pompiers soient partis, donc j'ai vu tous les gendarmes et on se demandait vraiment ce qui se passait. J'ai su que quelques heures plus tard ce qui s'était réellement passé et oui, ça a été vraiment le choc. Jamais on n'aurait pensé vivre ça dans notre petit village. Un sentiment d'incompréhension partagé par Suzanne, 88 ans, qui peine à retenir son émotion. On est anéantis, on est complètement catastrophé. J'ai pleuré, mais ça touche tout le monde, tout le quartier, tout Villeneuve. On ne comprend pas. Un peu plus loin, Jean-François, qui habite depuis 5 ans dans la commune, est indigné. Pour lui, l'agression d'un maire est intolérable. C'est de la haine. Personne ne comprend. C'est quand même un élu, quoi. Et c'est des personnes qui sont là au quotidien aussi pour les administrer s'il y a un problème. On n'agresse pas les gens pour indifférents. Selon le parquet de Vienne et d'après les premiers éléments recueillis, un litige opposait l'agresseur à la municipalité depuis plusieurs mois à propos de questions d'urbanisme et de travaux qu'il avait réalisés sans autorisation. Villeneuve-de-Marne, Noémie Loisel, Europe 1. L'Algérie répond à Emmanuel Macron après l'appel à plus de fermeté face à Alger, lancé mercredi soir à son gouvernement par le président de la République. Le régime d'Abdelmajid Tebboune accuse Paris d'avoir déclenché la crise diplomatique inédite en cours depuis un an et annonce la fin de la gratuité des biens immobiliers accordés depuis plusieurs décennies à l'ambassade de France. Le plan de Benyamin Netanyahou pour la suite de la guerre à Gaza validé par son conseil de sécurité cette nuit. Et dans l'immédiat, cela signifie que l'armée israélienne va étendre ses opérations dans l'enclave en s'emparant de la ville de Gaza avant peut-être une occupation plus large. Le Premier ministre israélien détaillait hier ses ambitions à la télévision américaine. Nous avons l'intention de prendre le contrôle de la bande de Gaza afin d'assurer notre sécurité, d'y renverser le Hamas, de permettre à la population de Gaza de se libérer et de la transmettre à une gouvernance civile qui n'est pas celle du Hamas ou de quiconque souhaite la destruction d'Israël. C'est ce que nous voulons faire. Nous ne voulons pas garder la bande de Gaza. Nous voulons avoir un périmètre de sécurité. Nous ne voulons pas la gouverner. Nous ne voulons pas être là en tant qu'organe directeur. Nous voulons la remettre aux forces arabes qui la gouverneront correctement sans nous menacer et donner aux Gazaouis une bonne vie. Benyamin Netanyahou sur Fox News hier et Israël précise que de l'aide humanitaire sera distribuée aux civils en dehors des zones de combat. L'ultimatum lancé à la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine doit prendre fin aujourd'hui. Mais hier soir, Donald Trump n'a pas réaffirmé clairement s'il prendrait de nouvelles sanctions contre Moscou si les combats ne cessaient pas dans les prochaines heures, contrairement à ce qu'il répétait jusque-là. Le président américain doit rencontrer prochainement Vladimir Poutine, mais sans le président ukrainien Volodymyr Zelensky, une absence de taille forcément. Alors faut-il attendre des avancées dans le cadre du futur sommet russo-américain, Wilfried de Villers? Et bien sur la guerre en Ukraine, si Donald Trump se dit confiant pour négocier un cessez-le-feu, fort de ce qu'il considère comme les résultats de son ultimatum, reste que les positions de Moscou sont toujours inflexibles concernant Kiev. Cyril Brett, spécialiste de la Russie. Des avancées substantielles sur le dossier ukrainien ne peuvent pas avoir lieu lors de ce sommet, tout simplement parce que les revendications russes restent inchangées, l'effort de guerre russe produit des effets qui sont jugés comme positifs et satisfaisants par Moscou. Et le résultat que cherche l'administration Trump est extrêmement limité. C'est un cessez-le-feu. Ce n'est pas un règlement général. D'autant que Moscou exclut toute participation de Volodymyr Zelensky au sommet, idée pourtant suggérée par Washington. Et selon Cyril Brett, les discussions ne porteront pas uniquement sur l'Ukraine. Le sommet, s'il a lieu, sera beaucoup plus substantiel sur la reprise de coopération sur des sujets d'intérêt commun, notamment l'énergie, le dossier iranien, le nucléaire. Ce sont des dossiers qui
sont, du point de vue de l'administration Trump, tout aussi importants, voire plus importants que l'Ukraine. Un sommet qui pourrait surtout signer une reprise plus formelle des relations diplomatiques entre deux pays dont les chefs d'État ne se sont plus rencontrés depuis juin 2021. Wilfried de Villers, et cette rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump pourrait avoir lieu aux Émirats Arabes Unis. C'est en tout cas une option privilégiée selon le président russe. L'intelligence artificielle générative franchit un nouveau cap. Une version améliorée de ChatGPT vient d'être mise en service, ChatGPT 5, encore plus fiable, encore plus fluide selon le patron de la maison mère OpenAI. Et parmi les avancées, une plus grande prise en compte de la détresse psychologique des utilisateurs. Certains utilisent en effet le logiciel comme un psychologue et ce n'est pas sans risque, Antoine Bienvaux. Oui, comme avec cet Américain persuadé d'avoir trouvé la formule pour atteindre la vitesse de la lumière qui s'est retrouvé interné en psychiatrie. Pendant des mois, malgré d'apparents troubles mentaux, ChatGPT l'a conforté dans ses idées et l'a même dissuadé de recourir à une aide psychologique. Un exemple malheureusement trop fréquent, comme l'explique François Stéphan, directeur général de l'ECE, école d'ingénieurs en intelligence artificielle. Sur les 700 millions de personnes qui utilisent ChatGPT ou une IA, presque la moitié l'utilisent pour discuter sur des sujets psychologiques, en pensant qu'ils vont avoir une conversation qu'ils auraient avec un psychologue. Avec sa nouvelle mise à jour, ChatGPT devrait bientôt être capable de détecter certaines fragilités psychologiques et d'agir en conséquence. À la question « Dois-je quitter mon conjoint ?», il ne donnera par exemple plus d'avis tranché, mais proposera plutôt à l'internaute de réfléchir par lui-même. Une mise à jour nécessaire selon François Stéphan. Les problèmes de santé mentale sont des maladies. On n'imaginerait pas aujourd'hui qu'un ChatGPT nous dise là, il faut absolument vous opérer ou bien il faut prendre tel ou tel médicament. Dans les prochaines semaines, ChatGPT devrait aussi avertir ses utilisateurs en cas d'utilisation trop longue ou trop fréquente. Antoine Bienvaux, et puis c'est confirmé, elle est l'étoile montante du tennis mondial. À seulement 18 ans, la Canadienne Victoria Mboko vient de remporter son premier tournoi sur le circuit WTA à Montréal. La 85e mondiale s'est imposée cette nuit en finale face à la japonaise Naomi Osaka en 3-7. Félicitations à la Canadienne. Merci Maëlle Hassani.